Bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Les titres. Un rapport alerte, les difficultés économiques alimentent la frustration chez les jeunes et affaiblissent les démocraties africaines. Dans un contexte économique difficile, le marché d'Al-Wekala au Caire reçoit les repas des hôtels, une bouée de sauvetage pour les familles à faible revenu. Le Nigeria a double travail à distance, mais des voix appellent à une législation plus adéquate. Les démocraties fragiles d'Afrique sont confrontées à des menaces croissantes. Les difficultés économiques, les manifestations antigouvernementales de la jeunesse et les coups d'État exposent les limites de ces systèmes politiques que beaucoup considèrent comme meilleurs. Un nouveau rapport de l'économiste Ndongo Sambasila établit un lien direct entre la montée des frustrations chez les jeunes, les crises économiques persistantes, les coups d'État récents et des failles structurelles de gouvernance. En dépit du fait que l'Afrique abrite une population très jeune, une grande partie de sa jeunesse se heurte à un quotidien marqué par le chômage, la hausse du coût de la vie. De Nairobi à Dakar, en passant par le Nigeria, tous réclament des changements concrets. Pendant ce temps, l'Afrique de l'Ouest est le théâtre d'une série de coups d'État, en l'occurrence au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ces militaires accueillis favorablement promettent de mieux diriger là où les régimes civils ont échoué. Selon le rapport, les démocraties africaines sont piégées dans un système multipartite limité par les logiques néolibérales, ce qui aboutit à des démocraties sans choix. Les mécanismes économiques hérités de la colonisation tels que le franc CFA ou la répartition inégale des terres affaiblissent les institutions démocratiques. Face à ce constat, l'auteur plaide pour une transformation profonde du modèle démocratique. Il appelle à l'émergence d'une démocratie substantielle qui ne se limite pas au processus électoral, mais intègre la justice économique. Le docteur Ndongo Sambasila est l'auteur de ce rapport. Merci d'être avec nous. Votre rapport énumère des problèmes structurels comme le franc CFA ou la répartition des terres. Comment ces facteurs perpétuent-ils les fractures économiques et sociales ? Certains pays n'ont pas le contrôle de leurs propres instruments de ressources politiques. Par exemple, les pays qui utilisent le franc CFA, dont 14 sont situés en Afrique occidentale et centrale, voient leur monnaie toujours contrôlée par le Trésor français, car ils ont conclu un accord juridique avec ce dernier. Ils ne sont donc pas souverains en matière de politique monétaire. Et lorsque vous n'êtes pas souverain en matière de politique monétaire, cela signifie que vous n'êtes pas souverain en matière de politique budgétaire et de politique initiale. C'est pourquoi la plupart de ces pays n'ont pas enregistré de croissance économique significative depuis, disons, leur indépendance dans les années 60. En ce qui concerne les répartitions des terres, un rapport met en évidence un fait frappant. Les démocraties libérales les plus établies du continent, comme l'Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana, sont aussi celles qui présentent les plus grandes inégalités de richesse. Et cette inégalité de richesse s'explique essentiellement par l'inégalité dans la répartition des terres. Cela constituera un handicap à la création d'une prospérité partagée. This will create, strong economic inequalities, and ultimately, this will be an handicap towards the creation of shared prosperity. Vous établissez un lien entre la frustration observée chez les jeunes avec la vague de manifestations et les coups d'État à travers le continent. Oui, dans une certaine mesure, car les jeunes, disons, ceux âgés de 15 à 25 ou 30 ans, constituent la majeure partie de notre population. L'Afrique est un continent jeune, et la jeunesse est la tendance dominante, la composante dominante.
Mais cette jeunesse est généralement marginalisée par les politiques publiques. Elle n'est pas associée et ils ne voient pas de résultats économiques qui leur seraient bénéfiques. Et dans certains contextes où il y a beaucoup de problèmes d'insécurité, où il y a des menaces terroristes, nous avons assisté à la montée des régimes de l'OTAN, comme par exemple dans les pays sahéliens du Mali, du Burkina et du Niger. Ces écoles ont été déracinées par les États-Unis d'une manière générale parce qu'ils ont constaté qu'il y avait une certaine impasse avec les régimes précédents de démocratie libérale, car cette région n'assurait pas la sécurité et n'apportait pas de résultats économiques. Ils espèrent donc que ces nouveaux régimes militaires apportent peut-être un changement qui leur sera bénéfique. C'est donc un espoir, mais nous verrons si cet espoir se concrétisera par des résultats économiques équitables et de meilleurs résultats en matière de sécurité. Docteur Sylla, vous prônez la démocratie substantive. Comment y parvenir? Oui, le rapport a introduit le concept de démocratie substantive afin de les distinguer de la démocratie libérale, car la démocratie libérale n'est pas nécessairement propice à la justice économique ni à la participation politique des masses. L'idée de la démocratie substantive est donc que le développement africain doit être fondé sur la participation populaire. Nous devons donner au peuple les moyens de prendre des décisions, donc le sens où cette participation populaire accrue contribuera à l'élaboration de politiques qui seront bénéfiques pour les masses. C'est l'idée qui sous-tend la démocratie substantive. Le rapport ne dit pas que cela est faisable dès maintenant, mais nous devons faire des efforts dans ce sens, en impliquant la population dans le processus politique et en élaborant des politiques qui contribueraient à améliorer les conditions de vie des populations. La démocratie en tant que participation politique, en tant que prise de décision par les masses et justice économique. C'est cela, la démocratie substantive. Merci à vous, Dr Sylla. Merci beaucoup. Dans le marché animé d'Al Wekala au Caire, les dons des hôtels de luxe fournissent aux familles en difficulté une source vitale d'approvisionnement, une conséquence de la crise économique qui frappe l'Égypte. Un reportage de nos correspondants sur place. Dans le centre-ville du Caire, le marché Al Wekala est l'un des plus animés chaque dimanche. Pendant 3 heures, des centaines d'Égyptiens à faible revenu s'y rendent pour acheter des articles d'occasion et des restes de nourriture provenant d'hôtels et des restaurants haut de gamme. Un membre du personnel de l'hôtel s'est confié à Africa News sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible du sujet. Certains hôtels vendent officieusement leurs restes de buffet à des commerçants. Ces aliments sont souvent périmés et vendus sur les marchés et au coin des rues sans être correctement stockés ou emballés. Et comme ils ne proviennent pas de circuits officiels, ils ne sont enregistrés nulle part, ne sont soumis à aucune taxe et n'ont pas de date de péremption. Depuis près d'une décennie, la crise économique en Égypte a plombé les revenus des habitants, obligeant de nombreuses personnes à faire feu de tout bois pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Les défis économiques ont eu un impact considérable sur les Égyptiens ordinaires face à leurs revenus limités et afin de subvenir à leurs besoins alimentaires de base, beaucoup se sont tournés vers ces marchés malgré les risques sur le plan sanitaire. Ce marché existe depuis des décennies, mais il s'est considérablement développé après les réformes économiques de 2016. L'inflation demeure le défi majeur de l'économie égyptienne. Au début de l'année 2024, elle a atteint 37%. Alors que les prix continuent d'augmenter, le marché dominical d'Al Wekala est devenu une bouée de sauvetage pour de nombreux Égyptiens qui luttent pour survivre. Depuis la pandémie de Covid, l'Afrique abrite des nomades numériques. Au Nigeria, les jeunes sont à l'origine de cette croissance du télétravail, mais le manque de législation appropriée inquiète. À Abuja, un reportage de Kunle Babs. Depuis la pandémie de Covid-19 en 2020, l'Afrique est progressivement devenue la nouvelle destination privilégiée des nomades numériques. Le télétravail me permet d'économiser de l'argent car je n'ai pas à faire la navette. Face au taux de chômage élevé, de nombreux jeunes Nigérians se tournent vers le télétravail.
en particulier dans les domaines de la technologie et du marketing numérique, pour gagner leur vie et entrer en contact avec des clients internationaux. Selon la plateforme de recherche Market & Market Report, le marché mondial du télétravail devrait presque doubler d'ici 2027, passant de 20 à 58 milliards de dollars. Les analystes avertissent que sans mesures concrètes de protection, de nombreux travailleurs à distance risquent d'être sous-payés ou exploités par les entreprises mêmes qui dépendent de leurs compétences. Les experts réclament désormais une mise à jour des lois du travail afin qu'elles reflètent les réalités numériques actuelles et protègent la main-d'œuvre à distance en pleine croissance au Nigeria. Nous devons mettre à jour nos lois sur l'emploi. Ces lois doivent également trouver des moyens de créer une sorte d'inspection pour commencer à effectuer des inspections à distance afin d'identifier les plateformes qui fournissent des emplois en ligne aux Nigérians et voir comment nous pouvons les surveiller. Jusqu'à présent, le gouvernement s'est concentré sur la taxation des indépendants et des travailleurs à distance, une mesure qui, selon les analystes, devrait déboucher sur une protection et une surveillance du secteur. De meilleures politiques et infrastructures pourraient faire du travail à distance un choix de carrière durable, renforçant le rôle du Nigeria dans l'économie numérique mondiale. Et voici qui met fin à cette édition de Business Africa. Merci de l'avoir suivi. Et plus d'informations sur Africa News et africanews.com.